Mauritanie, l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du mois de juin prochain en tant que candidat indépendant. En Guinée-Bissau, les nouveaux députés élus le 10 mars dernier se réuniront pour la première fois le 18 avril prochain. À cette occasion, ils doivent désigner un Premier ministre issu du parti victorieux, le PAIGC. Et puis au Maroc, le souverain pontife effectue une courte visite de 2 jours. Arrivé samedi à Rabat, il entend centrer son voyage sur 2 priorités de son pontificat, le dialogue avec l'islam et la problématique des migrations. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 31 mars de l'an 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. L'ancien Premier ministre mauritanien Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé hier samedi sa candidature à l'élection présidentielle du mois de juin prochain. Lors de ce scrutin, dont la date précise n'a pas encore été fixée, il affrontera le dauphin de l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien général Ould Ghazouani, qui a quitté vendredi dernier son poste de ministre de la Défense après avoir officialisé début mars sa candidature. Sidi Mohamed Ould Boubacar dit se présenter au suffrage des Mauritaniens en tant que candidat indépendant après un examen approfondi de la situation du pays et des contacts et discussions élargies avec les divers acteurs politiques et les forces vives du pays. En Guinée-Bissau, les nouveaux députés élus le 10 mars dernier se réuniront pour la première fois le 18 avril prochain. À cette occasion, ils doivent désigner un Premier ministre issu du parti victorieux, le PAIGC. Ce calendrier a été confirmé par une source parlementaire. Les images. Le 18 avril prochain, les 102 députés nouvellement élus en Guinée-Bissau doivent prêter serment collectivement et élire leur président. À la fin de la séance, le nouveau président de l'Assemblée nationale doit envoyer au chef de l'État le nom du Premier ministre désigné par la majorité parlementaire selon les tests en vigueur. Le président José Mario Vaz doit dans les 48 heures confirmer ce choix en nommant un nouveau Premier ministre par décret présidentiel ou demander à la majorité de lui proposer un autre chef de gouvernement. Les tractations se sont poursuivies entre partis de la majorité en vue de la formation du gouvernement, mais pour l'instant, aucun cas n'a été fait de prise de contact avec les partis de l'opposition pour un gouvernement élargi. Dans une déclaration le 26 mars dernier sur la Guinée-Bissau, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné la nécessité d'un dialogue sans exclusive entre toutes les parties prenantes pour consolider la paix et la stabilité en Guinée-Bissau et engager les autorités nationales à accélérer l'examen de la Constitution afin de clarifier les rôles respectifs des 2 têtes de l'exécutif. Au Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs s'est prononcée sur l'impasse politique que traverse le pays et l'arrestation de responsables syndicaux. La CSTB, qui estime que les citoyens ne respectent que des lois qui participent à leur bien-être, invite les travailleurs à déchirer les lois, selon eux scélérates, votées par le Parlement depuis 2016. La CSTB pense que dans la situation actuelle, ceux qui invitent à appliquer la loi versent dans le jeu du pouvoir en place qui met un frein à la démocratie. Nous devons déchirer les nouvelles lois qui nous retirent le droit de grève, qui prônent le contrat précaire pour les travailleurs. C'est quand nous aurons déchiré ces lois que les députés, ceux d'aujourd'hui ou de demain, encore que ceux d'aujourd'hui sont vraiment disqualifiés. S'il leur reste quelque chose à faire, c'est immédiatement d'abroger les lois scélérates. Au moins le peuple leur reconnaîtra qu'avant de partir, ils ont abrogé leurs lois scélérates. Mais ne vous attendez pas à ça parce que leur objectif n'est pas là. Donc c'est aux travailleurs de se lever, de s'organiser pour déchirer ces lois scélérates. Comme les Mandela se sont levés pour déchirer l'apartheid. Comme au temps du PRPB, les gens se sont levés pour déchirer la loi fondamentale du PRPB pour en arriver au renouveau démocratique, pour en arriver à la démocratie. C'est ça, en démocratie, on ne dit pas « je suis légaliste ». Oui, on respecte les lois qui sont justes, les lois qui protègent les hommes, les lois qui font avancer. Mais lorsqu'une loi est
barbares, lorsqu'ils votent les lois, tels qu'ils votent légèrement les lois, ça, on concocte quelque chose. On ne rencontre même pas des lois sociales, on ne rencontre même pas les protagonistes, on ne rencontre même pas les concernés. On va voter parce qu'on vise des gens. Ces lois, nous devons les déchirer et les travailleurs doivent se lever pour ça. Et c'est pour ça qu'une fois encore, on doit féliciter Aïe Massé et tous ses camarades. Au Bénin, maître Isiaka Mustafa, l'un des avocats de l'homme d'affaires béninois Sébastien Javon, s'est prononcé sur la dernière décision en date de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le cadre de l'affaire dite de 18 kg de cocaïne. Une décision qui donne raison à l'opposant béninois en estimant que l'État béninois avait violé ses droits, notamment en le jugeant 2 fois pour la même infraction. On l'écoute. La Cour a décidé que l'État béninois prenne toutes les dispositions pour annuler, avec toutes ses conséquences antérieures comme conséquences à venir, l'arrêt du 18 octobre 2018 de la CRIEX. Et la Cour a donné un délai de 6 mois à l'État béninois pour lui rendre compte. La Cour a déclaré également que par rapport aux réparations, parce que lorsqu'il y a violation des droits, les violations ouvrent droit à une réparation. Ainsi, on a décidé la Charte africaine, le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le règlement de la Cour. Donc la Cour a différé, parce que le principe est déjà acquis, dès lors qu'il y a violation de droit, il doit y avoir réparation. Donc les débats qui vont suivre seront essentiellement relatifs au quantum de cette réparation-là. La Cour a reconnu que la loi qui a créé la CRIEX, son article 12, ce n'est pas ce que la Cour constitutionnelle a dit, parce que la Cour constitutionnelle a parlé seulement d'un alinéa. L'article 12 viole le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. La Cour a déclaré que l'article 20 de la loi également viole le principe de double degré de juridiction. La Cour est allée loin pour dire que la décision de la HAC qui a suspendu Soleil FM est contraire à nos conventions. La Cour est allée plus loin pour dire que la décision de ce qui a ordonné la suspension de SICA TV est contraire à nos conventions. La Cour est allée loin pour dire que le retrait de l'agrément de ce contrat est contraire à nos conventions. La Cour est allée loin pour dire que la suspension du terminal à conteneurs est contraire aux conventions que nous avons. Donc c'est une décision historique qui restitue, qui lui restitue sa dignité qu'on n'aurait jamais dû lui retirer. Entre avril et juillet 1994, le génocide au Rwanda a fait 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. 25 années après ce drame, le processus de réconciliation entre victimes et bourreaux, toujours en cours dans ce pays, reste lent, mais pas impossible. Reportage. L'accolade est longue et chaleureuse. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans. Ils étaient à l'école ensemble. Mais il y a 25 ans, leur amitié bascule. Pascal fait partie du groupe qui a assassiné le père de Jean Bosco lors du génocide. C'est une très bonne chose que nous soyons assis ensemble. D'autres devraient suivre notre exemple, de se comprendre comme nous l'avons fait après le génocide. Après nous être pardonnés, notre relation est bien meilleure qu'avant. Je le vois aujourd'hui comme un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Ces deux paysans ont la soixantaine. Ils vivent dans le village de Moutete, à 45 km au nord de Kigali, une région agricole où ils font pousser du manioc, du sorgho ou encore des patates douces. Travailler semble évident aujourd'hui, mais le chemin vers le pardon n'a pas toujours été facile pour Jean Bosco. Ce n'était pas facile. Je ne me sentais pas capable d'adresser la parole ou de partager quoi que ce soit avec les responsables de ce qui s'est passé. Mais avec le temps, avec la prière, le dialogue a été renoué petit à petit. Nous avons commencé à pardonner, à parler du pardon et à l'enseigner. En avril 1994, Moutete a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus. Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, a été rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir. On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble,
Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Pascal a passé 18 années en prison après avoir été condamné par un tribunal populaire. Pour Jean Bosco, la reconstruction a été longue. Aujourd'hui, il est remarié et a eu 5 enfants. En bref, au Maroc, le pape effectue une courte visite de 2 jours. Arrivé samedi à Rabat, la capitale, le pape François entend centrer son voyage sur 2 priorités de son pontificat, notamment le dialogue avec l'islam et la problématique des migrations. Le souverain pontife a été invité par le roi marocain Mohamed VI pour cette visite placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux. En fin de journée, samedi, le pape François a rencontré des migrants dans un local de l'organisation non gouvernementale catholique Caritas. Celle-ci gère des centres d'accueil destinés à soulager la misère des migrants qui tentent de rallier le continent européen. Le centre de gestion des cités a remis des clés de logements sociaux aux attributaires de Bassinko dans l'arrondissement numéro 8 de Ouagadougou au Burkina Faso. La cérémonie officielle de remise des clés a été présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Bonané. Les précisions avec Claude Romba. Les premiers bénéficiaires du projet 40 000 logements sociaux sur le site de Bassinko reçoivent les clés des mains du ministre en charge de l'urbanisme. Après avoir souscrit à la campagne lancée en 2018 pour l'acquisition de logements sociaux et après le tirage au sort, certains attributaires avaient bénéficié de certifications d'attribution. Après avoir soldé la totalité des sommes d'acquisition, ils sont désormais propriétaires d'une nouvelle maison de type F3 d'une valeur de 7 500 000 francs CFA. Pour Maurice Bonané, ministre en charge de l'urbanisme, la concrétisation du projet 40 000 logements sociaux va permettre de lutter contre la spéculation foncière et immobilière. La réalisation de ces logements va contribuer à apporter donc à faciliter l'accès au logement et aussi à réduire la spéculation immobilière et foncière que nous voyons actuellement. Le contrôle est une des préoccupations premières dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. C'est vrai, c'est bon de construire des logements en quantité, mais c'est encore mieux de faire des logements de qualité. Et nous mettons l'accent sur cet aspect de manière à ce que la pérennité de ces logements soit assurée. L'opération des logements sociaux entre ainsi, selon le ministre, dans sa phase de concrétisation et va se poursuivre très prochainement. Plus de 1500 autres logements seront octroyés aux attributaires. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.